Combien de participants tu as, Michel, inscrits? Je crois qu'il y en avait une septantaine, Ouais, 70 environ. pas mal, pas mal. Pardon? C'est pas mal. Mhm. La fête des mères approche, c'est ma vie.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci chaleureusement de votre présence au webinaire Le retraitement endodontique, indications techniques pronostiques, qui sera donné par le docteur Wilhelm Pertot. Je m'appelle Michel Petitjean, je serai le modérateur ce soir. Vous n'aurez pas la possibilité de poser des questions oralement, mais vous pourrez le faire via le Q&A, questions et réponses, situé en bas de l'écran. Le webinaire est enregistré et le lien vous sera envoyé par mail ultérieurement. Ainsi, vous pourrez le revoir par après. Alors, il ne me reste plus qu'à céder la parole au docteur Wilhelm Pertot. Merci Michel. Merci à tous d'être présents ce soir. Parler du retraitement endodontique en 1h10, c'est extrêmement difficile. Je vais essayer quand même de condenser sur certaines choses, donner certaines indications. Vous savez que c'est un cours, le retraitement, c'est quelque chose d'extrêmement, qui peut être saisi comme quelque chose d'extrêmement difficile, avec des cas qui sont extrêmement variés par rapport à un protocole de traitement initial. Donc, il y a autant de cas cliniques différents que de patients et de cas de situations que vous allez pouvoir rencontrer au cabinet. Donc, c'est un peu difficile avec tout ça de faire ça en 1 heure, sachant que ce sont des cours généralement sur la reprise de traitement qui peuvent durer une journée et demie, pour pouvoir englober la totalité de ce qui semble intéressant. Mais je vais essayer quand même de résumer un tout petit peu tout ça. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mon email qui va s'afficher en bas de l'écran. À la fin, je laisserai un peu de temps pour certaines questions que vous pourrez poser. Je suppose que c'est par écrit. N'hésitez pas. S'il y a des choses que avec lesquelles je peux vous aider, c'est avec plaisir. Vous m'envoyez un email et ce serait avec plaisir que je vous répondrai. Peut-être pas tout de suite. Je classe et puis dès que j'ai un peu de temps, je vous répondrai par email. Et ensuite, voilà, histoire de faire un coup de pub, mais si ça vous intéresse, avec mes compères Stéphane Simon et Jean-Yves Cochet, dans le cadre d'Endo Academy, nous avons une formation beaucoup plus avancée, formation d'endodoncier avancée que nous faisons à 3, dont un module de reprise de traitement qui dure quasiment 3 jours avec des travaux pratiques. Voilà, en tout cas, je vais démarrer tout de suite cette présentation et nous allons essayer de rester dans les temps. Il y a des moments où j'irai un tout petit peu plus vite. Sur certaines vidéos, j'irai en accéléré pour pouvoir un tout petit peu montrer juste ce qui me semble important dans le cadre de cette soirée, pour précisément ne pas trop perdre de temps. Juste 2 secondes, je vais prendre une montre que je vais mettre devant moi, 7h30, je vais essayer de finir vers 20h35, histoire de vous laisser une dizaine de minutes pour poser des questions. Donc voilà, nous allons démarrer grosso modo par ce tableau que je montre régulièrement, qui est le tableau sur la qualité des traitements endodontiques. Ce sont des études que l'on peut trouver dans la littérature, qui sont des études généralement sur des grandes populations de patients, qui ne tiennent pas compte ni des techniques, qui ne tiennent pas compte de quelles sont les techniques utilisées. C'est juste des études qui sont faites en général sur des populations de patients qui vont aller dans des hôpitaux, qui vont aller dans des centres de soins, et sur lesquels on va faire des examens, soit généralement radiographiques, avec des panoramiques, parfois avec aussi des rétroalvéolaires. Et puis en fonction de ça, il faut savoir que ces études ne sont pas vraiment comparatives entre elles. Il n'en reste pas moins que ce sont des études sur les qualités des traitements. On voit que la qualité des traitements endodontiques laisse malheureusement à désirer dans la majorité des pays, comme vous pouvez le savoir. D'ailleurs, certains d'entre vous, si vous travaillez en spécialiste ou même en praticien généraliste, quand vous voyez les patients arriver, vous regardez un tout petit peu les traitements endodontiques qu'ils ont en bouche et c'est souvent largement insatisfaisant. Donc, la reprise de traitement a encore une place très, très importante. Et je pense que dans les années à venir, avec l'allongement du temps de vie, nous aurons de plus en plus de reprises de traitement à faire. Nous aurons aussi, avec l'allongement du temps de vie, à apprendre à gérer les cas avec les calcifications que l'on va rencontrer au fur et à mesure sur des patients, sur des traitements initiaux
avec des patients qui vivent de plus en plus âgés et sur lesquels il faudra aller chercher des canaux qui sont calcifiés. Donc, probablement, dans les années à venir, nous aurons ces deux types de traitements qui vont être énormément demandés. Un, les reprises de traitement et deux, les traitements initiaux sur les dents calcifiées du fait du vieillissement de la population. Grosso modo, qu'est-ce qu'on considère comme un succès en endodontie? Jusqu'à présent, on a considéré en succès en endodontie, c'est de se dire, voilà, nous avons un traitement et ce qu'on cherche, c'est que la dent soit sans lésion périapicale, donc sans pathologie apicale visible à la radio, qu'elle soit asymptomatique et qu'elle soit fonctionnelle. Mais en fait, si nous allons un peu plus dans le détail de tout ça, je pense personnellement que le succès, il est de trois ordres. Le premier, il est technique, et c'est essentiellement le but de ce cours ce soir, sachant que le succès technique du traitement est ce qui va conditionner le reste. Le succès technique, ce que j'entends par là, c'est le résultat immédiat que vous allez avoir suite à un traitement. Vous êtes en gros satisfait de la radiographie post-opératoire. Vous avez fait un traitement, tout s'est bien déroulé, il n'y a pas eu d'incident, vous n'avez pas bloqué de canal, vous n'avez pas eu de soucis, et à la fin, votre radio est à la hauteur de vos efforts et vous êtes content du résultat final. Cela dit, cela ne veut pas du tout dire que vous allez avoir un succès biologique. Le succès biologique, c'est quelque chose qui va être sur du long terme. Évidemment, tout est une question de probabilité et ceci est important à discuter avec le patient. On ne peut jamais garantir un traitement à 100%. Des traitements qui ont été techniquement extrêmement satisfaisants peuvent échouer. On peut regarder, je parle biologiquement, au bout d'un certain temps, vous allez voir apparaître des lésions alors qu'il n'y en avait pas et vous ne comprenez pas pourquoi, alors que vous avez fait un bon traitement, tout s'est bien déroulé. De la même manière, certains traitements qui sont insatisfaisants, vous regardez les radios 15 ans après, 20 ans après, il n'y a pas de lésion, c'est asymptomatique, aucun problème. Mais généralement, ce sont les deux extrêmes, mais on sait que c'est une question de probabilité et que plus vous allez arriver à un succès technique, donc un traitement satisfaisant dont vous êtes satisfait à la fin de votre séance, et plus vous augmentez les probabilités que biologiquement le succès soit là. Et au final, il y a aussi le succès, je dirais, mécanique, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un succès technique immédiat, il ne suffit pas qu'une lésion n'apparaisse pas, aucune lésion qui était apparente disparaisse, il faut aussi que cette dent soit stable dans le temps mécaniquement, et cela, souvent, est lié au problème de restauration des dents, de la manière dont on va utiliser les postes, de la manière dont on va ajuster les occlusions, sachant que quand on regarde dans la quasi-totalité des cas où les dents sont extraites, c'est rarement un problème purement endodontique. Il y a souvent des trucs qui sont associés, c'est le problème endo, c'est un problème paro associé, c'est des fêlures des racines, et c'est ça qui aboutit au bout d'un moment à l'extraction des dents lorsqu'on fait le bénéfice-risque pour le patient. Donc, il faut prendre tout ceci dans sa globalité, notamment dans les cas de reprise de traitement où on intervient sur des dents qui ont déjà été traitées une fois, qui peuvent être porteuses de couronne, qui peuvent être porteuses de tenons dans les racines, d'indécor, donc dont la structure a été relativement affaiblie par rapport à un traitement initial. Donc, ceci est à prendre en considération lorsqu'on va discuter avec le patient des probabilités de succès à moyen et à long terme pour prendre la meilleure décision. Et souvent, il m'arrive de dire au patient, je peux vous sauver cette dent, techniquement, je peux le faire, ça peut fonctionner, mais sur du moyen terme, ce n'est pas sûr que ça tienne, vu qu'elle est relativement fragile. Donc, vous les prévenez et au final, ce sont eux qui vont prendre la décision, mais il est important d'en parler. Un cas comme celui-là, sur cette deuxième molaire mandibulaire, avec un in-décor, avec d'ailleurs mal mis en place, avec une prothèse qui n'est pas adaptée en distal, avec une lésion qui est évidente à la radiographie rétroalvéolaire, qui est encore beaucoup plus évidente quand on regarde ici sur les coupes du CBCT, une perforation de la corticale externe, une lésion de diamètre important, comme vous voyez ici, avec un épaississement de la muqueuse sinusienne. Donc vous voyez cette lésion d'un volume important qui repousse la paroi sinusienne sans pour autant la perforer.
Euh, la question peut se poser de se dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on l'extrait ou bien est-ce que nous tentons de sauvegarder cette dent. À partir du moment où il y a une probabilité que cela puisse fonctionner, généralement, je donne le choix au patient. Évidemment, à partir du moment où vous allez commencer à travailler, s'il y a une fêlure, et vous savez, c'est 100% perdu, ce n'est pas la peine d'essayer. En revanche, à partir du moment où il y a une possibilité que ça fonctionne, j'explique au patient qu'est-ce qu'on peut en attendre, j'explique les possibilités, je dis que ça peut ne pas fonctionner, qu'on est toujours à même, si jamais il le souhaite, plus tard d'extraire la dent et de poser un implant si ça ne fonctionne pas. Certains vont dire, bah, écoutez, moi je veux bien tenter ma chance. D'autres vont dire, non, non, attendez, j'ai déjà trop souffert sur cette dent. Je n'ai pas envie d'avoir à nouveau un problème. Si ça ne marche pas, j'ai payé l'endodontie, ensuite je vais payer un implant. Donc voilà, il y a un peu de tout. Et il est extrêmement important de discuter avec le patient, notamment dans des cas comme cela. Il n'en reste pas moins, dans ce cas, le patient a décidé de conserver sa dent. J'ai refait le traitement des racines à ce niveau-là, démontage de la prothèse, démontage de l'ancrage, retraitement des canaux. Voici la post-opératoire immédiate. Et ceci est la cicatrisation sur le CBCT, tel que vous pouvez la voir ici, ou la corticale, comme vous le voyez là, au niveau à ce niveau-là est entièrement reformé. Le sinus a retrouvé sa forme. La membrane sinusienne, la muqueuse sinusienne est à nouveau sans pathologie et tout s'est passé dans le meilleur bien, dans le meilleur des mondes dans ce cas. Maintenant, rapidement, si on va un tout petit peu dans le détail sur ce qu'on appelle l'outcome, donc le résultat du retraitement canalaire, puisque j'ai démarré d'ailleurs par tout ce qui est pronostic, etc., parce que je pense que c'est important, c'est ce qui va conditionner le fait que l'on retraite ou on ne retraite pas. Donc la technique est quelque chose, mais en revanche, prendre la décision d'intervenir ou pas est extrêmement importante. Globalement, il y a une grosse discussion, effectivement, si on avait plus de temps pour parler sur quel cas, sur les différentes possibilités. Là, je synthétise tout cela. En fait, quand on regarde la revue de littérature à propos de tout cela, le taux de succès moyen, ce que j'entends par taux de succès, c'est, encore une fois, pas de lésion ou lésion qui a disparu. La dent est toujours là sur l'arcade, elle est fonctionnelle et elle est asymptomatique. En gros, nous sommes autour de 80% de probabilité de succès. Ensuite, ce qui est important, c'est évidemment de regarder quels sont les facteurs significatifs du pronostic. C'est-à-dire, globalement, qu'est-ce qui nous permet de savoir si nous avons une probabilité importante que cela fonctionne ou pas. La première chose qui influence le pronostic, c'est la présence de lésions périapicales avant le traitement. Et ça, c'est de toute façon, on retrouve cela dans toutes les revues de littérature, quels que soient les cas. Lorsqu'on a présence de lésions périapicales, le pronostic est plus mauvais. Lorsqu'on a absence de lésions périapicales, le pronostic est meilleur, que ce soit en traitement initial ou en reprise de traitement. Et en gros, lorsqu'on regarde les statistiques, dans les cas de reprise de traitement, en absence de lésions apicales avant reprise de traitement, le pronostic est aussi bon que le traitement initial sans lésion. Donc, ce qui va jouer, c'est le fait d'avoir une lésion ou pas. Maintenant, évidemment, le problème de la reprise de traitement se joue sur le fait que l'on puisse atteindre la zone apicale parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le canal, on ne sait jamais si on est capable de passer une butée ou pas au niveau apical. Et donc, en général, dans les groupes de dents qui ont le moins de taux de succès, ce sont les reprises de traitement avec présence de lésions périapicales avant traitement, ceci étant conditionné par le fait que l'on puisse éventuellement passer au niveau apical, désinfecter cette zone apicale. Et donc, c'est pour ça que l'on voit qu'en fait, cela dépend évidemment de la longueur de l'obturation, qui elle-même est totalement dépendante de la longueur de la mise en forme, et finalement, évidemment, de la qualité de la restauration coronaire. Là, on parle d'un taux de succès au niveau biologique. On ne parle pas de ce qu'on appelle, et que vous trouverez parfois dans la littérature, et que je n'ai pas le temps de détailler ici, du taux de survie. Le taux de survie est supérieur à 80%, il est de l'ordre de 93, 94, 95%. Le taux de survie, c'est quand on regarde si la dent est toujours sur l'arcade ou pas. On ne regarde pas s'il y a une pathologie, on ne regarde pas s'il y a une lésion, on ne s'intéresse pas du tout à ça, on s'intéresse juste, est-ce que la dent est toujours là 5 ans, 10 ans, 15 ans après?
et quels sont les facteurs qui vont jouer sur le taux de survie de la dent. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus sur du point de vue mécanique, qu'est-ce qui fait qu'une dent est toujours là ou pas. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait une lésion ou pas. La question qu'il faut se poser systématiquement, c'est quand est-ce qu'il faut retraiter. Et ensuite, et ça dépend de la possibilité que l'on a de pouvoir faire mieux que ce qu'il y a. Et évidemment, ça dépendra énormément de vos aptitudes et de votre aptitude qui va évoluer aussi au fond du temps et au fil du temps. Et vous ne prendrez pas les mêmes types de décisions aujourd'hui que si vous avez suivi un cours de formation pendant une semaine en immersion avec des microscopes, avec des nouveaux matériaux, etc. Il est probable que certains cas que vous n'avez pas envie de soigner avant, eh bien, vous les soignerez après parce que vous aurez plus confiance en vous-même et vous pensez que vous pouvez y arriver techniquement à faire mieux que ce qu'il y avait avant. Donc tout ça est quelque chose que l'on peut discuter. En revanche, ce qu'il faut savoir et prendre la décision, c'est quand est-ce qu'il faut retraiter par voie coronaire et quand est-ce qu'il faut retraiter par voie chirurgicale en s'abstenant de passer par la voie coronaire, sachant que la voie coronaire reste pour moi une voie privilégiée, la voie chirurgicale étant la voie de secours, même si parfois ça peut être un traitement de première intention, notamment dans le cas de prothèses récentes, dans le cas de prothèses qui sont parfaitement fonctionnelles, parfaitement intégrées, récentes, où il n'y a pas, vous voyez que la prothèse est satisfaisante au niveau aussi bien physiologique, au niveau de ses limites. Vous voyez que c'est une belle prothèse qui a été faite récemment, il n'y a pas de raison à ce moment-là d'aller la démonter. Donc, en revanche, quand on regarde, il a fallu, avec les associations, les sociétés savantes, comme la Société européenne d'endo, la Société américaine, ont mis quelques règles par rapport aux indications de la reprise de traitement. Nous allons les voir, il y en a 4. La première est évidemment l'échec clinique. L'échec clinique étant lié à une douleur persistante sur la dent. Vous faites un traitement, il persiste une douleur sur la dent. Déjà, évidemment, sans trop rentrer dans les détails, il faut bien s'assurer que c'est bien cette dent-là qui est en cause. Quand un patient vous dit j'ai encore mal, mais c'est au chaud et au froid, vous êtes sûr que ce n'est pas cette dent-là que vous avez soignée, c'est une dent à côté, ou une dent sur l'autre arcade. Ça peut être des douleurs référées, et j'ai eu des cas comme ça, de douleurs référées. Et donc, il faut regarder un tout petit peu partout. Il faut vérifier que cet échec clinique, en gros, provient bien de la dent que vous avez soignée. Ceci est un cas que vous pouvez voir sur le traitement initial qui a été fait par un ami sur cette scie maxillaire qu'il a obturée avec technique de butte à chaude, qui dans ce cas était le Thermafil, et malgré tout, une persistance d'une douleur, d'une gêne, le patient impossible au patient d'appuyer sur cette dent. Et donc, nous avons décidé le retraitement au niveau de cette dent parce que je pensais que je pouvais faire mieux. Je pensais que je pouvais éventuellement trouver le deuxième canal mésio-vestibulaire. Ce sont effectivement des cas sur cette radio, un cas très très ancien, avant l'utilisation des CBCT. Or, aujourd'hui, il est clair que quand on a des traitements comme ça et qu'on a des échecs, le CBCT reste un moyen extraordinaire de se dire, voilà, j'ai un canal supplémentaire, on a loupé quelque chose, etc., etc. Donc, on va vérifier. Donc, dans ce cas, échec clinique, on sait bien que cet échec vient de cette dent, on en est certain. Et en réalité, même si le traitement paraît satisfaisant, on a vu des traitements beaucoup moins bien faits que ça, sans aucun problème, ben en fait, il se trouve que sur cette dent, il y avait 3 canaux traités sur 5. Deuxième canal palatin, vous pouvez voir ici, avec une bifurcation apicale. Il ne s'agit pas d'un vrai delta apical, il s'agit vraiment d'un deuxième canal où j'ai pris une deuxième longueur de travail et un deuxième canal aussi dans la racine mésio-vestibulaire. Et vous voyez ici le résultat. Et après le traitement, les douleurs ont totalement disparu. Par la suite, on a aussi traité la 7 qui était aussi prévue. Donc l'échec clinique, une fois que nous sommes certains qu'il s'agit de la dent, à ce moment-là, nous intervenons. L'échec radiologique aussi, c'est-à-dire la présence de lésions. Il y a eu dernièrement beaucoup de discussions sur une lésion asymptomatique, est-ce qu'il faut y aller ou pas. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails sur ça, je pense que c'est totalement idiot de se dire qu'il y a une douleur, il y a une lésion et on ne va pas la toucher. Il y a une lésion, il y a une pathologie, on sait très bien qu'elle ne peut pas s'améliorer et donc il faut refaire le traitement.
On refait le traitement. Si ça ne marche pas, on sait qu'il y a une alternative qui peut être soit la chirurgie, soit l'extraction et l'implant. Laisser traîner un patient avec une lésion qui peut augmenter en volume de manière asymptomatique, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Une lésion qui peut devenir symptomatique à un moment ou à un autre de manière imprévisible, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée de le laisser comme ça et de laisser traîner, sachant que vous ne savez pas en plus ce qui peut se passer dans la vie d'un patient. Il peut avoir un problème cardiaque, il peut avoir un problème de fracture avec pose de prothèse, etc. Et ce sont des dents qu'à ce moment-là, on va être obligé d'extraire en urgence avant les interventions chirurgicales. Il vaut beaucoup mieux à ce moment-là refaire les traitements. Sans trop aller encore plus dans les détails sur ce sujet-là, personnellement, et c'est une indication de toute façon, je pense que quand on a des lésions apicales, il faut tenter le retraitement. Évidemment, il faut aussi prendre le soin de s'assurer que ce n'est pas, surtout si le traitement vous paraît bon, si le traitement vous paraît bon radiologiquement, il faut quand même s'assurer que ce n'est pas une lésion qui est en régression, puisque le traitement a été fait par exemple il y a 6 mois et la lésion est en régression. Là aussi, j'ai eu des cas comme ça, où la lésion était en régression, le traitement que j'avais fait, qui arrive chez quelqu'un qui dit « Ah, vous avez un petit kyste là, on va extraire », et il est extrait la dent. Donc, en fait, il y avait une lésion, effectivement, mais elle était en train de diminuer de volume. Un cas comme celui-là, d'échec radiographique évident, là aussi, avec toutes les précautions qu'il faut prendre vis-à-vis du patient, la dent est un peu fragile, il y a une grosse lésion. Voilà, vous mettez le deal dans la main du patient, soit c'est extraction tout de suite, soit vous voulez tenter de sauver cette dent. Je vous montre la post-opératoire immédiate que vous voyez à ce niveau-là. Donc, le traitement techniquement qui me semble bon et le suivi avec la cicatrisation. Et vous voyez ici, à gauche, vous avez la préopératoire, le CBCT préopératoire, et à droite, le CBCT un an post-opératoire. Et vous pouvez voir ici la cicatrisation quasi totale de cette lésion. Après, effectivement, le risque sur des dents comme ça, c'est essentiellement, surtout si les prothèses ne sont pas bien faites, le risque dans des cas comme ça, ce sont en général les fêlures. Et si cette dent sera perdue un jour, ce sera probablement à cause d'un problème de fêlure, puisque la structure n'est plus satisfaisante. Cela dit, si cette dent est fracturée et si cette dent doit être un jour remplacée par un implant, nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est largement meilleure puisque nous avons refabriqué tout l'os à ce niveau-là. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, c'est extrêmement variable et il y a beaucoup de praticiens, bizarrement, qui ont peur du retraitement. Et souvent, ils ont peur du retraitement pour des problèmes techniques, c'est-à-dire que biologiquement, même s'ils pensent qu'il faut retraiter, ils vont observer et sans ne pas toucher en se disant « Oh là là, si je touche, ça risque de causer un problème ». Et si c'était une incisive, il la ferait. Si c'est une molaire avec des courbures, il ne la ferait pas. Alors que biologiquement, dans les deux cas, il faut refaire. Donc souvent, le problème est un problème où on se réfrène d'un traitement, de faire un traitement, parce que techniquement, on ne se sent pas de le faire. Mais d'un point de vue indication, il est indiqué de le faire. La troisième indication qui est donnée par les sociétés scientifiques, endodontiques, c'est s'il y a un projet prothétique, si le traitement paraît insuffisant et même en l'absence de lésion périapicale. Donc, en gros, il y a une lésion, il faut refaire le traitement. Il y a une lésion, il faut refaire la prothèse et le traitement, la question ne se pose pas. La question qui se pose parfois, c'est voilà, un cas comme celui-là, il n'y a pas de lésion vraiment visible. Il y a une prothèse qui est là depuis quelques années. Cette prothèse est décellée. Il y a une restauration qui est là depuis des années. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Il y a un traitement odontique qui est totalement non satisfaisant, mais depuis 15 ans, c'est ici, ça n'a jamais bougé, c'est asymptomatique, aussi bien cliniquement que radiologiquement. Que faire? Beaucoup de praticiens, encore une fois, vont hésiter à le faire en disant « Voilà, je ne vais pas toucher, ça risque de poser un problème ». D'un point de vue indication, il faut refaire ces traitements-là. Je ne dis pas qu'il faut refaire tous les traitements qui semblent insatisfaisants en absence de symptomatologie clinique ou radiologique. Il ne faut pas faire ça. En revanche, à partir du moment où le traitement est insatisfaisant et qu'il faut refaire les restaurations coronaires,
il est indiqué de refaire les traitements. Un cas comme celui-là, où il a été décidé par le praticien de ne pas refaire le traitement, il met une nouvelle couronne et au final, quelques mois après, alors que le traitement était totalement asymptomatique pendant 15-20 ans, le fait de faire une nouvelle prothèse, de reprendre des empreintes compressives, etc., que tout cela baigne dans la salive, aboutit à l'apparition d'une lésion. Et maintenant, il y a une lésion et une nouvelle prothèse qui a été faite. Il est indiqué de refaire le traitement. Un cas comme celui-là, même chose, ancienne prothèse qui tombe, le traitement est mauvais, on serait tenté de se dire c'est une sette mandibulaire, il y a des courbures, je ne sais pas si je vais faire mieux, etc., etc. Donc, je préfère ne pas toucher. Il est indiqué de reprendre. Que vous décidez de ne pas le faire parce que vous ne le sentez pas techniquement, parce que vous n'avez pas envie de référer ce patient à un odontiste qui, lui, éventuellement pourrait le faire, etc., etc., est un autre problème. Il est indiqué de refaire ce traitement. Donc, ce qui a été fait dans ce cas, il est évident que si vous avez une prothèse, une nouvelle prothèse à faire sur vous, sur quelqu'un de votre famille, vous préféreriez largement que ce soit fait sur cette dent ici à droite avec ce traitement que sur celle-là dans le cas où elle est actuellement. Et voici le suivi. Dernière indication aussi qui est un peu difficile, regardez ce cas où le traitement endodontique, quand vous le regardez, n'est pas si mauvais que ça. Il n'est pas si mauvais que ça. On a vu largement pire. En revanche, en coronaire, le patient ou la patiente à cette époque, la patiente n'avait pas consulté. Il y avait une sorte de cavite au niveau de la chambre pulpaire qui s'est délitée, qui est tombée. Et au final, elle est restée comme ça plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Quand vous regardez en bouche, il y a de la salive, il y a des aliments, il y a un peu de carie qui se balade. Il est indiqué, à partir du moment où la dent est exposée à l'environnement oral, même si le traitement est bon, même si le traitement vous semble bon techniquement, il est indiqué de reprendre ce traitement parce que ce traitement est probablement entièrement infiltré par la salive et les bactéries. Donc, la quatrième indication, ce sont les dents qui sont longtemps exposées à l'environnement oral. La question que j'ai systématiquement et à laquelle je suis incapable de répondre parce que personne n'est capable d'y répondre, c'est combien de temps? Aucune des sociétés ne le spécifie en disant voilà, c'est 1 mois, c'est 2 mois, c'est 3 mois, peu importe. Il n'en reste pas moins, ça arrête votre sens clinique. À partir du moment où vous sentez que cela fait trop longtemps que ce traitement baigne dans la salive, il vaut mieux le reprendre et s'assurer que tout ceci est propre, désinfecté, ce qui a été fait dans ce cas. Et voici la nouvelle prothèse qui a été mise en place avec un suivi plusieurs années après. On ne va pas aller plus loin dans tout cela, juste pour vous dire qu'aussi il est extrêmement important d'évaluer tout cela et qu'une même dent chez un patient de 20 ans ou un patient de 70 ans ne sera pas considérée de la même manière. Une même dent où il y a un traitement unitaire sur cette dent ou une dent sur laquelle il est prévu sur le même secteur d'avoir 2 implants à côté, on ne va peut-être pas y réfléchir de la même manière. Donc, il est important de prendre en compte le plan de traitement global pour trouver la meilleure solution pour le patient et non pas se dire j'ai envie de faire ce traitement parce qu'il me semble faisable et ça peut être sympa. Ce que je veux dire par là, c'est que techniquement aujourd'hui, avec un peu d'expérience, avec du matériel, avec des microscopes, avec les matériels dont on a, avec la micro-endodontie qu'on pratique, on est capable de faire un grand nombre de traitements, un très grand nombre de traitements. Maintenant, est-ce que ceci est utile dans le cadre du plan de traitement global? Est-ce que ceci est bon pour le patient sur du moyen, sur du long terme? Et la question qui doit se poser. Et ne pas juste se focaliser sur le côté technique de la chose. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, après quelques années, j'ai fait mon DU d'endodontie à l'époque à Marseille en 89-90, donc plus de 30 ans, il y a des cas que j'aurais fait il y a 20 ans que je ne ferai plus aujourd'hui parce que juste j'ai eu le temps de voir les échecs. J'ai vu ce qui marchait. Généralement, quand on est plus jeune, on a envie d'essayer, on a envie de se dire voilà, ça c'est un beau cas, c'est un challenge. Au-delà du challenge, il faut penser au patient. Ce n'est pas juste le challenge de se dire je vais techniquement arriver à sortir un instrument, je vais pouvoir passer une courbure. Ce n'est pas juste ça. C'est aussi qu'est-ce que l'on peut faire. Donc il faut évaluer l'emplacement de la dent stratégiquement, quelles sont les alternatives en fonction du plan de traitement, de l'âge du patient, des problèmes qu'il peut avoir, l'évaluation parodontale, la possibilité de restauration, et donc le pronostic à moyen et long terme. On peut faire un traitement si les parois sont très fines sur le prémolaire maxillaire, sur la paroisse des montagnes de l'écorce,
est-ce que ça vaut la peine ou pas. Et puis évidemment, tout ce qui est bénéfice, coût, sécurité, la coopération du patient, s'assurer que le patient, c'est pas je vous fais un traitement, il faut faire le traitement, je vais vous sauver la dent. On ne peut pas dire ça. On ne va pas dire au patient, je vais vous sauver la dent. C'est faux, on ne va pas lui sauver la dent, on va tenter de lui sauver la dent. Donc il faut qu'il soit conscient qu'il y a une possibilité que cette dent et que ce traitement ne fonctionne pas. Sinon, il va vous en vouloir. Et évidemment, ceci aussi dépend au final des aptitudes de l'opérateur, de vous dire, est-ce que je suis capable de mener à bien un traitement sans faire plus de bêtises que ce qu'il y a déjà. Passons ensuite à la technique. La technique dépend de beaucoup de choses. Elle dépend évidemment, je dis, de votre expérience, à condition d'avoir réfléchi à ce que vous faites, à condition de vouloir s'améliorer, à condition de se remettre en question. Il ne s'agit pas de dire, j'ai entendu pendant toute ma carrière des confrères qui me disent, moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Ça ne veut rien dire, ça fait 30 ans que tu fais des bêtises, tu peux continuer pour encore 30 ans à faire des bêtises. Le problème n'est pas, ça fait 30 ans que je fais ça, ça ne veut strictement rien dire. C'est juste se dire que ça fait 30 ans que je fais, mais au fur et à mesure, je me suis amélioré parce que je me suis remis en question, j'ai remis en question certains choix et j'essaie de faire mieux. Il faut connaître l'anatomie. Quand je dis connaître l'anatomie, c'est savoir quelles sont les variations, par où je vais aller chercher un canal, comment je vais suivre une courbure, on en parlera tout à l'heure. Il faut évidemment avoir une bonne vision. J'ai fait partie d'une génération où on a commencé à travailler, on était encore sans loupe, sans rien, puis très très vite j'ai acheté des loupes, et très très vite on est passé ensuite au microscope. Donc aujourd'hui, faire de l'endodontie sans avoir au minimum des loupes avec un bon grossissement et une lumière supplémentaire n'est pas envisageable. Et évidemment ensuite tout l'équipement. Alors effectivement, quand on dit ouais, j'ai un microscope, je suis endodontiste, c'est de la foutaise. Vous savez, c'est pas parce que vous avez acheté une Formule 1 et que vous allez rouler avec, comme Alain Prost ou comme n'importe lequel de ces chauffeurs. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est juste pour savoir que c'est un outil qui va vous permettre de mieux performer si vous savez ce que vous devez faire. Donc, il faut savoir ce qu'on cherche à faire. Il faut connaître l'anatomie, il faut avoir ce qu'il faut comme matériel, il faut avoir de l'expérience et il faut se remettre en question. Les étapes techniques, en fait, dans le cas de la reprise de traitement, sont les suivantes. On va avoir accès à la chambre pulpaire, chercher cet accès, accès aux canaux, localiser les canaux. Déjà, l'accès aux canaux, qu'ils soient traités dans un premier temps ou qui ont été oubliés. Et souvent, dans les cas de reprise de traitement, notamment au niveau des molaires, il peut y avoir des canaux qui n'ont pas été soignés. Donc, on va localiser les canaux qui n'ont pas été traités lors du premier traitement. On va tenter d'éliminer les obstructions intracanalaires. Ce que j'appelle obstructions intracanalaires sont aussi bien les matériaux qu'on a mis dedans intentionnellement qu'inintentionnellement. Intentionnellement, ce sont les cônes d'argent, ce sont les cônes de résine, ce sont les cônes de gutta. Inintentionnellement, ce sont les instruments fracturés. Ensuite, la négociation de la portion non obturée du canal, qui peut s'avérer souvent la partie la plus délicate. C'est-à-dire que vous pouvez réussir tout ce qu'il y a au-dessus, le 1 et le 2 et le 3, et vous arrivez à une butée avec une calcification apicale, et vous n'arrivez jamais à passer les 3 derniers millimètres du canal. Et donc, comment faire pour optimiser et mettre toutes les chances de notre côté pour négocier cette portion non obturée du canal. Sachant qu'effectivement, quand on regarde statistiquement, la majorité des dents sur lesquelles on fait des reprises de traitement sont traitées court. Il y en a certaines qui sont traitées longs, il y en a certaines où le canal est complètement ouvert, ça arrive, mais la majorité des cas où on fait des reprises de traitement sont des canaux qui souvent ont débuté et qui sont obturés courts. Il faut aller récupérer cette portion apicale du canal pour optimiser nos chances de succès, notamment en présence de lésions apicales. Juste, je vous montre ce kit que j'ai dans tous mes plateaux. Le plus intéressant, ce sont ces fraises-là. J'utilise des fraises à manches longs, des fraises longues qui vous permettent de voir ce que vous faites, aussi bien en fraise boule tungstène qu'en fraise en transmétal que je vais montrer tout à l'heure. Démontage des prothèses. J'utilise volontiers et souvent cet instrument de chez Ufredi, qui est le Christensen. Et en fait, cet instrument on va créer une tranchée verticale le long d'une prothèse. J'utilise aussi le Wamkey. Donc, j'ai ça et le Wamkey. Je vous montre essentiellement celui-là. Donc, un cas comme celui-là, il y a une prothèse, il y a un île décor. On va juste voir rapidement le démontage de la prothèse. Je vais d'abord faire cette tranchée horizontale
Avec cette tranchée horizontale, je vais d'abord tenter le one key. Et donc, si avec le one key, ça ne fonctionne pas, je passe ensuite au Christensen. Et donc, pour ne pas perdre de temps, ce que je fais, c'est que je fais une encoche en forme de T d'emblée. Ce que je fais aussi, c'est que j'enlève un maximum de céramique, parce que vous savez très bien, quand vous allez commencer à essayer de bouger cette couronne, des éclats de céramique vont aller de partout en bouche, c'est assez désagréable. Ensuite, chaque fois que je peux mettre la digue avant d'enlever la couronne, je vais mettre la digue et j'enlèverai la couronne sous digue. Si je ne peux pas, parce que je ne vois pas bien les limites, à ce moment-là, j'enlève la couronne, je vois les limites, je pose la digue et à ce moment-là, j'enlève la restauration coronaire. Donc, je fais ma tranchée horizontale, j'essaye d'utiliser le one key, d'encoller, on voit bien en fait que c'est de la colle, hein, ce n'est pas du ciment. La dent ne veut pas venir, la prothèse pardon, ne veut pas venir, je ne force pas. J'ai déjà entamé le T, donc cette tranchée verticale que je fais. Donc là, vous voyez comment les éclats de céramique, je suis désolé, hein, le patient saigne, ça arrive, ce sont des vrais patients, ce ne sont pas des dents extraites, on essaye de faire semblant que... Et ensuite, avec le Christensen que vous insérez à ce niveau-là, et vous sortez la couronne. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous nettoyez tout ça autour, vous posez votre digue, et là, vous attaquez l'île des corps. On va voir ça tout à l'heure. Voici le traitement réalisé. Donc là, on va passer à l'élimination des ancrages. Donc là, je vous ai montré sur une couronne, je ferai la même chose si ce sont deux piliers de bridge, je ferai exactement pareil. Je vais faire des tranchées horizontales, une tranchée verticale. Je tente d'abord avec le one key, ça ne fonctionne pas, je passe au Christensen. Je peux aussi décider d'aller avec le Christensen directement. Je fais une tranchée verticale uniquement et ça va très bien. L'élimination des ancrages désigne les corps qui sont scellés ou collés, les screw-posts et les fibres de carbone. Il y a une petite inversion parce que j'ai commencé par le screw-post qui généralement est le plus facile à faire. Le plus important, juste pour dire, quand on va tailler à ce niveau-là, j'utilise des fraises transmétal de chez Dentsply Mayfair qui sont des fraises longues. Je prends les fraises en 25 mm. Vous voyez ici le comparatif entre une fraise de 19 mm qui sont qui est la longueur standard des fraises en général et une fraise de 25 mm. Pourquoi? Parce que cette fraise-là va me permettre, quand je suis en train de travailler, quand je suis notamment en train de couper un illécorps, vous allez le voir tout à l'heure, et que j'arrive au niveau du plancher en coupant, ça me permet de voir où je suis en train de travailler. Avec une fraise qui est courte, plus vous allez vous rapprocher de la dent, soit en faisant une cavité d'accès classique, soit en coupant, soit en éliminant le matériau, et puis la tête du contre-angle vous empêchera de voir ce que vous faites. Quand vous avez une fraise qui est longue, ça vous permet d'avoir la tête du contre-angle qui est un tout petit peu excentrée par rapport à votre axe de vision, et ça vous permet de voir exactement où vous êtes en train de couper. Je vais utiliser aussi volontiers le Startix numéro 4 notamment, que j'aime beaucoup par rapport à tout ce qui se trouve sur le marché, parce que précisément, il est long et ça vous permet d'aller dans des zones qui sont inaccessibles à d'autres inserts, par exemple comme le Satellec, qui est assez efficace quand vous allez travailler sur les dents antérieures, mais beaucoup plus difficile à utiliser dans les zones postérieures parce qu'il est beaucoup plus gros et beaucoup plus court. Le Startix numéro 4, juste une chose par rapport aux inserts de chez Dentsply Mayfair, Dentsply Sirona, vous l'appelez comme vous voulez, donc je continue à l'ancienne, à appeler ça Mayfair. C'est qu'ils sont disponibles ici au niveau du pas de vis, en pas de vis Satellec ou en pas de vis EMS. Donc, tout dépend des pièces à main que vous avez. Si vous les commandez, il faut commander la version que vous avez, soit en Satellec, soit en EMS. Ici, rien ne change à ce niveau-là. Les parties actives sont exactement les mêmes. Ce qui va changer, c'est le pas de vis pour les pièces à main Satellec ou EMS. Un très beau screw post à ce niveau-là qu'on va éliminer. Vous voyez globalement que lorsqu'on se retrouve donc avec la digue qui a été mise en place une fois que la prothèse a été éliminée, là, on est en train d'éliminer l'amalgame autour du screw post. On est extrêmement, on voit tout à fait ce qu'on est en train de faire parce que on utilise des fraises qui sont longues. Ça nous permet de voir exactement ce qu'on est en train de faire. On utilise aussi des ultrasons qui permettent de nettoyer. Là, ça me permet de fracturer le ciment avec le Startix numéro 3. Le Startix numéro 3, je désintègre le ciment à la base du tenon. Et ensuite, je vais utiliser le Startix que vous voyez ici, le numéro 4. Je vais l'utiliser à puissance paro, pas puissance endo. Puissance importante,
sans eau, et ensuite je mets de l'eau, et puis sans eau, et puis je mets de l'eau. Là, dans ce cas, je n'ai pas eu besoin de travailler très très longtemps avant de le dévisser. Ensuite, vous prenez le Startix numéro 3 et vous enlevez l'obturation qui est à la base du tenon dans le canal. Souvent, vous avez un peu de ciment, vous pouvez avoir de la colle, et avec les ultrasons, parce que vous voyez ce que vous faites, ça vous permet d'éliminer ce bouchon pour tomber sur le matériau d'obturation et vous permettre de désobturer ce canal. Et voici la reprise de traitement qui a été terminée. Mais on va aller dans ce... ça, c'est un Inlecor avec une clavette dans la racine mésiale. Vous voyez, ce sont des thermophiles ici qui ont été mal utilisés. Il n'y a pas d'échec à cause des thermophiles, il n'y a pas d'échec à cause de la gutta, il n'y a pas d'échec à cause des biocéramiques. C'est essentiellement des échecs qui sont liés à un problème de mise en forme, un problème de détermination de longueur de travail et d'adaptation des matériaux d'obturation au volume du canal. Là, à l'évidence, le thermophile a été poussé comme un malade au niveau apical de cette racine palatine et le thermophile était sous-dimensionné. Vous auriez eu un cône de gutta, ça aurait été exactement la même chose. Je préfère d'ailleurs que ce soit un thermophile qui dépasse plutôt qu'un cône de gutta. Un thermophile plastique, vous pouvez le sortir, un cône de gutta, il y a de fortes chances de le sectionner ici et que la partie apicale du cône de gutta reste dans le périapex ou dans le sinus. En tout cas, voilà, comme vous pouvez le voir, j'enlève systématiquement tout ce qui est, dès que je peux mettre la digue, dès que j'ai assez de limites pour poser mon crampon, la digue est posée, les Inlecor, les restaurations sont éliminées toutes sous digue. Vous voyez l'intérêt d'utiliser des fraises transmétal longues, cela vous permet de voir exactement ce que vous êtes en train de faire. Donc là, je suis en train de sectionner en mésiodistal pour séparer la partie vestibulaire de la partie palatine. Vous voyez, quand je suis en train de travailler ici, voilà, vous voyez exactement où vous êtes. Ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que vous devez éliminer un peu plus en coronaire, faire une tranchée dont les parois sont divergentes pour que plus vous enfoncez la fraise, plus vous continuez à voir et pour que la fraise ne bloque pas au niveau coronaire. Donc la partie vestibulaire de l'Inlecor a sauté. Il est resté en revanche la clavette. Vous voyez, la clavette dans la racine mésiovestibulaire est toujours là. Là, je suis en train de contourer l'Inlecor, la partie de la clavette palatine. Une fois que vous avez contouré tout ça, vous prenez le Startix, éventuellement le numéro 3 et à la base du tenon. Si vous avez une visibilité, vous éliminez 2 mm de ciment ou de colle. Et ensuite, vous attaquez avec le Startix numéro 4, puissance importante à la puissance maximale, comme vous le voyez là, puissance maximale, sans eau, et puis vous alternez avec de l'eau, et puis sans eau, vous alternez avec de l'eau, et parce que ça va chauffer, évidemment, et jusqu'au moment où vous arrivez à sortir cet ancrage. Ensuite, il faut s'occuper de la clavette qui est en mésiale, que vous voyez là. J'utilise le Startix numéro 3 pour contourer légèrement. Une fois que j'ai contouré légèrement, je prends mon Startix numéro 4 et je vibre la clavette qui est dans la racine mésiale qui saute. Et voici la reprise de traitement qui a été réalisée. Le canal palatin, le canal distal, 2 canaux en vestibulaire. On ne les voit pas bien sur cette angulation. En revanche, on voit bien sur cette angulation les 2 canaux mésio-vestibulaires. Ensuite, si jamais avec les ultrasons, cela ne vient pas, ben on va essayer le Gonon ou le Wamix. Je suis beaucoup plus fan du Gonon. Assez rare d'utilisation, mais en revanche, dans certains cas un peu difficiles, je suis content qu'il soit là. Vous avez, c'est un peu le principe du tire-bouchon. Quand vous allez tourner ici cette molette, les 2 parties de cette pince vont s'ouvrir. Une va prendre appui sur la dent, l'autre va tirer sur cette filière-là que vous avez pris le soin de visser sur la tête de l'Inlecor. Donc, globalement, avec ça, vous allez juste, au niveau de l'Inlecor, vous allez d'abord détourer avec une fraise. Vous allez utiliser cette fraise-là pour adapter le diamètre. Le diamètre est adapté à une filière de diamètre correspondant qui se visse en sens anti-horaire, Une fois que c'est vissé, évidemment, vous avez pris le soin d'insérer les rondelles, telles que c'est expliqué dans le mode d'emploi, et vous allez rentrer à ce moment-là votre pince et sortir l'Inlecor.
Je vais vous montrer ça sur une vidéo assez rapidement. Ça, c'est un cas qui m'avait été adressé chez une patiente en me disant est-ce que vous voulez bien faire une chirurgie sur ces dents-là. Je n'ai pas pris la photo, mais cliniquement, c'était des prothèses qui avaient plus de 20-25 ans. On voyait les limites, elles étaient complètement affreuses, dégueulasses. Et là, je dis à la patiente, mais pourquoi vous allez refaire ces prothèses? Ah oui, je ne suis pas du tout contente de ce sourire, j'en peux plus. Ça fait 25 ans qu'elle traîne ces prothèses. Il est plus logique à ce moment-là de tenter un retraitement classique. Si jamais cela ne fonctionne pas, à ce moment-là, on passe en chirurgie. Donc, dans une première étape, j'ai écrit à son praticien en disant vous démontez les prothèses, vous faites un bridge provisoire, vous me laissez en place les îles des corps. Quand la patiente arrive, j'enlève le bridge provisoire, je fais les îles des corps, je démonte, je refais le traitement et je remets les dents provisoires. Je ne sais pas si c'était sous la forme de bridge ou bien sous la forme de dents unitaires. Donc, ce qui s'est passé là, la patiente est revenue, convaincue qu'il fallait faire les 4 dents en reprise de traitement. Le praticien avait posé des prothèses donc provisoires en résine à ce niveau-là. Et donc, voici la digue qui a été mise en place, des crampons sur les canines. Je vais aller assez rapidement ici. La première étape, parce que là, c'est une vidéo qui dure à peu près 5 minutes, où j'ai tout fait dans le détail. On va détourer d'abord. Vous allez le voir assez rapidement. On détourne d'abord complètement l'île des corps avec les fraises transmétales. Donc là, j'ai détouré. Donc on va aller vite. J'ai détouré les 4 îles des corps, aussi bien vestibulaire, mésial, distal et palatin, tel que vous pouvez le voir ici. Ensuite, une fois qu'ils sont détourés, ultrasons, Start X numéro 4 au maximum, et je les ai sortis les uns après les autres. Il y en a eu un qui a résisté, je n'ai pas trop insisté, et à ce moment-là, j'ai utilisé le gonon. Donc ici, ce que vous pouvez voir là, encore, donc ça, ce que vous voyez, c'est, je vais travailler d'abord sans eau, puis je vais mettre de l'eau, puis je vais travailler sans eau, puis je vais mettre de l'eau, et on va évoluer comme ça jusqu'au moment où il va sortir. Si au bout d'un moment, vous vous rendez compte qu'il ne sort pas, vous allez passer éventuellement au gonon. Même si ça ne sort pas, il y a des études qui ont montré qu'à partir du moment où vous avez vibré aux ultrasons, vous avez moins de force nécessaire avec le gonon pour sortir les corps. Donc, de toutes les manières, vous avez toujours intérêt à le faire. Là, vous voyez le troisième qui est ici, n'est pas sorti aux ultrasons, je ne vais pas forcer. Donc, je passe au quatrième qui sort aux ultrasons. Et là, on va faire celui-là, celui qui a résisté aux ultrasons. On va le sortir avec le gonon. Donc là, on adapte le gonon. Il y a 4 diamètres. Ça, c'est le diamètre, le deuxième. Donc, il y a le jaune qui est le plus fin, le rouge, le bleu, le vert. D'abord, on adapte le diamètre du tenon à la filière. La filière est vissée en sens horaire après avoir pris le soin d'insérer les différentes bagues que vous trouvez là. La pince est insérée à ce moment-là comme ça, de cette manière-là. On va tourner la molette. En tournant la molette, vous allez appuyer d'un côté sur la dent et de l'autre côté. Donc d'un côté, vous appuyez sur la dent. De l'autre côté, vous tirez sur cette tige qui est solidaire maintenant de votre île des corps. C'est un peu comme un tire-bouchon. Vous prenez appui sur la dent et vous sortez votre île des corps. Donc, voici l'utilisation du gonon pour les îles des corps qui sont résistants aux ultrasons. Et voici, j'ai retaillé ces îles des corps, je les ai diminuées en volume, je les ai réutilisées en les rebasant, en mettant du ciment pour pouvoir ensuite remettre en place les prothèses provisoires. On va passer maintenant à la troisième option, c'est quand vous allez vous retrouver avec des tenons en fibre. Ce que vous voyez ici, là, sur cette racine palatine, c'est un tenon en fibre. Ça ne les a pas du tout embêtés de mettre un tenon en fibre sur la racine palatine sans même essayer de rentrer dans la racine ni distale ni mésio-vestibulaire. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Donc je suis passé à travers le bridge que le patient voulait conserver au moins provisoirement. Et ce qui a été fait là, ce que vous voyez d'abord, j'ai découpé la céramique, puis le métal. Vous tombez sur cette restauration où vous voyez ici le tenon en fibre. Donc, l'idée est d'aller éliminer tout ce matériau de restauration jusqu'au plancher. Et on élimine et on coupe le tenon jusqu'au plancher, le tenon fibré, jusqu'au plancher. On ne cherche pas à le vibrer, ça ne sert à rien. En fait, c'est d'une facilité déconcertante.
Éliminer un tenon en fibre de verre ou en fibre de carbone est une facilité déconcertante à partir du moment où on voit ce qu'on est en train de faire et qu'on sait s'y prendre. Je vais utiliser, évidemment, on a besoin du microscope et le Startix numéro 3 de MyFair ou le T20 de Satellec, que je trouve remarquable aussi. Le T20 de Satellec. Là, on est dans la... J'ai éliminé toute la restauration, j'ai coupé donc le tenon en fibre de verre à ras du plancher. Tant que je peux voir et que j'ai une vision directe, je prends une fraise et avec cette fraise à haute vitesse, sur 1, 2, 3 mm, je vais fraiser à l'intérieur de l'axe du tenon. Une fois que je suis rentré sur 2-3 mm ou 1 mm, peu importe tant que je vois, je vais utiliser l'insert ultrason sans eau pour voir ce que je suis en train de faire et je vais attaquer sur... je commence sur une puissance un peu faible et puis au fur et à mesure, j'augmente la puissance juste pour voir à quel moment cette puissance est efficace pour permettre de sortir les fibres. Donc, vous voyez là, on passe à travers les fibres. D'abord sans eau sur 1-2 mm. Ensuite, je mets de l'eau, je rince, je nettoie. Je sèche et je rentre à nouveau 1-2 mm. Voilà, maintenant, je vais mettre de l'eau et nettoyer. Je sèche ensuite à l'intérieur du canal avec une micro-aspiration dont je dispose. Et ensuite, je vais un peu plus loin encore. Et vous voyez au fur et à mesure que j'avance les fibres du tenon fibré qui sont en train d'être détruites par les ultrasons. Et on continue comme ça jusqu'au moment où on se retrouve sur le matériau d'obturation. On n'est plus très loin. Quand vous faites ça avec une bonne visibilité, avec une bonne luminosité, quand vous avez les bons outils, c'est une histoire de quelques minutes et c'est largement moins embêtant que d'attaquer et de détourer un île décor métallique, par exemple, surtout qui sont parfois, vous tombez parfois sur des îles décors métalliques qui sont avec des matériaux cobaltochrome, vous êtes en train de massacrer votre contre-angle rouge. Effectivement, ça c'est une chose que je n'ai pas mentionnée. Je vais utiliser mes fraises toujours sur contre-angle rouge et pas sur turbine, parce que sur contre-angle rouge, vous avez évidemment beaucoup plus de torque, beaucoup plus de couple, et il sera beaucoup plus efficace. Et donc là, vous voyez, on est sur le matériau, et là, vous êtes capable à ce moment-là de faire votre reprise de traitement. Ensuite, nous allons avoir l'accès aux canaux, localiser des canaux assez rapidement, sans trop rentrer dans les détails. Je vais juste vous montrer qu'en fait, les anatomies, il y en a des tonnes. J'utilise beaucoup le Startix numéro 3 ou le T20 de chez Satellec et le micro-opener, notamment le 1006. Le 1006 qui est ici, vous avez une lime K sur un manche. Ça vous permet à ce moment-là, quand vous rentrez dans l'entrée des canaux, de ne pas avoir vos doigts au milieu. Cet instrument n'est pas fait pour préparer un canal. En revanche, il est fait pour préparer l'entrée d'un canal, ce qui vous permet par la suite de rentrer vos limes beaucoup plus facilement. Bien. Donc ça, on a vu. Je ne sais pas pourquoi c'est 2 fois. J'ai dû faire une bêtise. Ici, juste je vous montre certains cas qui sont des cas particuliers parce que c'est là que ça va se jouer. Regardez, ça c'est une prémolaire maxillaire. Je commence la reprise de traitement. Elle ne semble pas très difficile, elle semble relativement classique. Je trouve un canal ici qui est le vestibulaire, le deuxième canal palatin est dans cette zone, et là je remarque quelque chose. Et là je commence à ouvrir à ce niveau-là, et je remarque une entrée canalaire supplémentaire que je mets en forme. Ce qu'il faut savoir, c'est que les prémolaires maxillaires ont grosso modo entre 6 et 7% de 3 racines. 6 à 7% de 3 racines, c'est quand même pas mal. Il faut les chercher. Si on se met en tête que globalement, il n'y en a que 2, on cherche que 2, on ne trouvera jamais le troisième. Il faut systématiquement chercher un troisième mésio-vestibulaire. Donc en fait, vous avez une prémolaire qui ressemble à une molaire maxillaire. 2 racines mésiales, une racine palatine. Et il faut aller les chercher. Et c'est comme ça que vous réussirez les reprises de traitement en essayant d'envisager l'anatomie dans sa totalité. Ça peut être aussi bien sur les 4 que sur les 5 maxillaires. Vous voyez ici un traitement initial sur une 4, un retraitement sur une 5. Les 2 dents, toutes les 2 ont 3 racines et 3 canaux. Ensuite, j'utilise volontiers les files, les C+, les limes C+, qui existent, qui sont des limes qui ont une conicité un peu plus importante sur les 3 derniers millimètres, sur les 4 derniers millimètres, qui a une conicité de 4%. Ça permet d'avoir des limes qui sont plus rigides, donc petit diamètre, puisque c'est une 6, et avec une rigidité supérieure qui vous permet d'aller chercher l'entrée d'un canal. Je l'utilise volontiers pour chercher les entrées canalaires, pour ouvrir l'entrée d'un canal qui est un peu difficile, et deuxièmement,
pour passer les butées. On le verra dans pas longtemps, puisque je vais skipper une partie de la présentation, sinon on n'y arrivera jamais. Les limes C+, ce que je vous conseille, c'est d'acheter les limes 6, limes 8, éventuellement les 10, notamment en longueur 18 mm. Longueur 18 mm. Les 21 mm peuvent être aussi utiles. Les 25 sont aussi utiles plus rarement, souvent sur des dents un peu longues, si vous avez des canines, etc., et où vous avez une butée au niveau d'une latérale maxillaire, par exemple, avec une butée sur les 3 derniers millimètres à picot, vous avez besoin d'une C+, qui soit un peu plus longue. Mais en général, sur les molaires mandibulaires, racines mésiales, sur les prémolaires, etc., les longueurs en 18 et les longueurs en 21 sont suffisantes. Juste pour vous montrer aussi un cas de reprise de traitement sur cette 6 maxillaire, sur laquelle, ici, on a trouvé... attendez, laissez-moi voir ici. Façon désagréable. Donc là, ce que vous voyez, c'est là où il faut aller toujours chercher. Sur les 6 maxillaires, les 7 maxillaires, il faut penser que dans plus de 2 cas sur 3, vous avez 2 canaux dans la racine mésiale. 2 canaux dans la racine mésiale, dans plus de 2 cas sur 3. Il n'en reste pas moins que parfois, vous en avez plus. Ça, c'est avec les micro-openers. Je suis en train de chercher l'entrée canalaire. Une fois que je trouve l'entrée canalaire, je mets en place ma lime C+, en 18 mm de long avec des précelles. Ça évite d'avoir vos gros doigts au milieu et vous n'arrivez à rien voir. Et vous avez une entrée canalaire là, une entrée canalaire là, et l'entrée canalaire qui avait été nettoyée et obturée, qui est la 3e à ce niveau-là. Et au final, une fois que j'ai ouvert tout cela, on se rend compte que sur cette racine mésio-vestibulaire d'une 6 maxillaire, on avait 3 canaux. 1, 2 et 3. Après mise en forme. 1, 2 et 3. 3 canaux totalement séparés, avec 3 longueurs de travail séparées, 3 cônes de butard au niveau obturation. On a en anatomie aussi, regardez cette 6 maxillaire. Là, on voit bien que probablement il y a un deuxième canal qui a été loupé, mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en réalité, il y a aussi un deuxième canal distal. Sur les 6 maxillaires, il faut aussi chercher une deuxième racine, un deuxième canal distal. Donc, vous voyez bien que sur cette dent-là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 canaux, dont 2 distales. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est des variations anatomiques, juste pour vous dire qu'en réalité, il faut les chercher. Et quand vous les cherchez, c'est ça qui va conditionner éventuellement le succès ou l'échec d'un traitement. Pour les molaires, pour les incisives et les prémolaires mandibulaires, on a 2 canaux dans plus de 30% des cas. Dans ce cas ici, c'était court, donc évidemment, on se dit que l'échec est dû au fait que le traitement précédent était court. Donc on va à la longueur de travail. En revanche, on n'a pas fait que à la longueur de travail, on a trouvé aussi un deuxième canal qui était en lingual. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent sur ces dents-là, le canal que l'on va trouver, c'est toujours le canal vestibulaire et que c'est toujours le canal lingual que l'on loupe. C'est toujours le canal lingual que l'on loupe. Donc, on a tendance toujours à trouver plus facilement le vestibulaire du fait que la corne vestibulaire est beaucoup plus accessible. Donc, on descend et on trouve le vestibulaire. Il faut savoir que ce sont des racines qui sont plates dans le sens vestibulo-lingual et donc il faut légèrement aplatir la cavité d'accès pour avoir accès à l'ensemble du système canalaire ou éventuellement pour trouver le deuxième canal, tel que vous les voyez sur cette section de CVCT. Donc, en fait, vous avez la même chose sur les prémolaires, tel que vous voyez ici, reprise de traitement sur cette prémolaire, énorme in-les-corps ici, pas dans l'axe en plus, lésion à ce niveau-là, reprise de traitement, c'est toujours le canal lingual qui a été loupé la première fois. Et ensuite, la cicatrisation avec une nouvelle prothèse et l'in-les-corps n'en est pas moins imposante. Les racines mésiales de molaires, on a toujours appris qu'il y avait 2 canaux dans la racine mésiale. En fait, dans plus de 2% des cas, on a un canal mésio-central qu'il faut aller chercher. On va regarder dans l'isthme entre les 2 canaux vestibulaires et dans beaucoup de cas, 2,5-3% des cas, c'est déjà pas mal, on va trouver un canal supplémentaire dans la racine mésiale. Donc encore une fois, si on en reste à ce qu'on a appris à l'école, 2 canaux mésiaux, un canal ou 2 canaux distaux, on va passer à côté de 2-3% d'un canal supplémentaire qui se trouve là.
Maintenant, ce canal supplémentaire peut rejoindre soit le mésio-vestibulaire, soit le mésio-lingual, et parfois, il a une sortie séparée. Mais il faut les chercher. Ensuite, on va aller rapidement aux obstructions intracanalaires. Globalement, soit c'est soluble, soit ça ne l'est pas. Si c'est soluble, c'est souvent un peu mou. Je vais d'abord travailler coronairement avec les ultrasons et ensuite je vais utiliser des instruments de reprise de traitement. Quel que soit l'instrument, qui va vous permettre d'enlever le matériau à partir du moment où ce matériau est mou ou ce matériau est soluble. Quand vous avez trop de matériaux solubles, ne mettez pas de solvant d'abord, parce que sinon ça va vous faire une soupe, ça va coller de partout. Éliminez toute la partie qui est accessible tant que vous rentrez à l'intérieur facilement. Une fois que vous êtes dans la zone apicale, ça devient un peu plus difficile, que vous ne voulez pas forcer, là mettez le solvant. Il y a moins de matériaux dans la zone apicale et là vous aurez beaucoup moins de cette pâte dégueulasse qui va rentrer dans la chambre pupaire, qui va tout salir. Donc utilisez vraiment les solvants très peu et notamment dans la zone apicale. Tant que vous pouvez dans la zone coronaire, que vous voyez ce que vous faites, vous éliminez aux ultrasons, vous pouvez rentrer avec un instrument rotatif, vous pouvez virer cette buta ou cette pâte dans laquelle vous arrivez à avancer, vous le faites sans solvant. J'utilise beaucoup les protépeurs universels en reprise de traitement. On peut utiliser de la réciprocité, mais personnellement, je préfère d'abord utiliser ça et ensuite, avec la réciprocité, j'utilise un instrument en réciprocité. J'utilise le Wave One Gold en réciprocité stérile, une fois que j'ai trouvé mon passage dans la zone apicale et que je vais mettre en forme. Mais en revanche, pour rentrer et éliminer de la pâte qui est infectée, qui est sale et que je voudrais juste sortir, je ne vais pas utiliser un instrument stérile, tout propre, tout neuf, qui est dans un blister et coûte beaucoup plus cher que ça. J'utilise assez peu le D1, un peu le D2, beaucoup le D3, et je ne rechigne pas dans la zone apicale. Je vais utiliser un profile en 4%, diamètre 15, en 21 mm de long. Les solvants sont quasiment tous pareils. Si c'est soluble, ça fonctionne. Si ce n'est pas soluble, ça ne fonctionne pas. Si c'est une résine, ça ne fonctionnera pas. J'utilise les endopipettes, vous allez le trouver chez Henry Schein, mais en fait, c'est juste une photo, sachant que Made in Switzerland, jusqu'à présent, Henry Schein n'a pas d'usine en Suisse. Et vous avez bien compris que ceci était fabriqué par Produits Dentaires, par PD, qui ont ces petites micro-pipettes qui vous permettent d'être extrêmement précis pour mettre en place votre solvant. Donc, vous procédez par aspiration d'abord, par succion, et ensuite, vous allez déposer gentiment votre solvant exactement où vous en avez besoin, et c'est extrêmement facile à utiliser. Les matériaux solides, tuteur d'obturateur, cône d'argent, instrument fracturé. Là, ils ont décidé d'extraire 7,6, ils ont décidé de conserver 7,7. Aucun problème. Thermafil qui dépasse ici, thermafil. Donc, il a fallu démonter la couronne, démonter les décors, aller chercher ce thermafil. Je vais vous montrer assez rapidement comment je fais cela. Les thermafils, effectivement, ne sont pas réellement un problème en reprise de traitement, une fois qu'on a l'habitude. Vous allez créer un peu d'espace autour. Là, je le fais aux ultrasons. S'il y a l'espace, je vais utiliser un ultrason assez fin, qui est le T25. S'il y a l'espace, je vais passer avec un rotatif entre le plastique et la paroi. S'il faut utiliser des manuels pour passer entre le plastique et la paroi, j'utilise un instrument manuel. Le tout, c'est de créer un espace entre le plastique, le tuteur et la paroi. Et là, je vais utiliser les limes H, les racleurs, limes Hedstrom en 21 mm de long que je vais visser entre la paroi et le plastique. Je visse et puis je tire. Si vous voyez que ça ne sort pas, parfois ça plaque contre une paroi, vous en vissez deux et vous les tirez en même temps. Donc, ce que vous voyez là, j'en mets un contre la paroi, je le visse. Ouh là là, Perto, il ne met pas de gants. Bah, si je mets des gants, sauf qu'une fois qu'il y a la digue en place, une fois qu'il y a tout ça, j'enlève les gants, ça me permet d'avoir une meilleure sensibilité. Et voilà mon thermafil qui est sorti avec cette technique dont je vous parle, avec l'utilisation des limes H. Et c'est pour ça, vous vous souvenez ce que je disais tout à l'heure, je préfère un thermafil qui dépasse que d'avoir un cône de buta qui dépasse, où vous avez de fortes probabilités de sectionner le cône au niveau de l'apex. Je vais utiliser volontiers l'IRS. Actuellement, il n'est plus vendu par MyFair, donc j'en ai encore en stock et je le commande aussi aux États-Unis directement. Instrument Removal System, qui est en fait un tube creux avec une tige.
Le but étant de rentrer l'instrument ici et de le coincer de l'autre côté avec la tige. J'utilise aussi ces pinces de Stieglitz qui sont fines et qui ont deux angulations, angulation à 90, angulation à 60. Ici, on a des cônes d'argent qu'il a fallu sortir et que j'ai sorti avec, pour certains, les Stieglitz, pour d'autres, l'IRS. Le but étant de rentrer la tête de l'instrument. Encore faut-il que l'instrument, donc il faut que la tête de l'instrument soit libre. Je passe rapidement sur ceci, les instruments fracturés. Les instruments fracturés, soit vous êtes spécialiste et vous avez un microscope et vous avez l'habitude et vous vous y attaquez, soit vous allez tenter de passer à côté. Si vous êtes sans loupe et luminosité, si vous êtes sans visibilité de l'instrument et que vous travaillez à l'aveugle, la seule chose que vous allez essayer de faire, c'est passer à côté. Si vous n'arrivez pas à passer à côté, vous référez le cas ou vous en restez là. Si vous essayez de travailler à l'aveugle alors qu'il y a un instrument fracturé, vous allez finir avec un instrument fracturé, un deuxième instrument fracturé et une perforation. Donc, soit vous voyez ce que vous êtes en train de faire et vous le faites, soit vous ne voyez pas ce que vous êtes en train de faire et vous laissez tomber. Sinon, ça va aboutir à une catastrophe. Les instruments vont dépendre énormément du fait que vous ayez une anatomie particulière ou pas. Il est clair que quand vous avez un canal ovale, comme cette racine distale avec un instrument qui est là, vous êtes quasi certain de pouvoir le sortir. Ce n'est pas pareil qu'un instrument qui va être cassé dans cette zone-là, dans un canal parfaitement rond au-delà d'une courbure. Donc, il y a autant de techniques que d'instruments que d'anatomie. Ça va dépendre de l'instrument, comment il est fracturé. S'il est fracturé dans le tiers coronaire, tiers médian, tiers apical, au-delà d'une courbure ou pas, ça dépend si c'est un instrument qui a été vissé, donc un instrument de préparation. Ça dépend si c'est un instrument d'obturation, si c'est un lentulo. Donc, si vous voulez, il y a énormément de méthodes différentes. Sachant que dans un cas comme ça, vous êtes sûr de pouvoir passer à côté parce que le canal est ovale, il ne faut pas aller pousser l'instrument, il faut ouvrir sur les côtés, ce canal ovale est passé à côté, ce qu'on a réussi à faire ici. Ou passer à côté, ici, comme ça, j'ai eu de la chance de pouvoir juste passer à côté de l'instrument. Une fois que vous avez mis en forme, il faut faire attention juste de ne pas pousser cet instrument dans la zone apicale. Dans ce cas, j'ai réussi à passer à côté de l'instrument, instrumenter, mettre en forme et obturer. Et parfois, il faut savoir s'abstenir, comme dans un cas comme celui-là, où vous avez un instrument qui est cassé au-delà de la courbure, un instrument que vous aurez beaucoup de difficultés à sortir, et que même si vous cherchez à sortir, il y a de fortes chances que, d'un, vous n'y arriviez pas, et deux, vous finissiez par une perforation. Donc, la sagesse, dans un cas comme celui-là, indique qu'il faut désinfecter, nettoyer, obturer en poussant. Et là, ce que vous voyez, en fait, c'est que le ciment de scellement est passé dans les spires de l'instrument, et j'ai même mon puff de ciment, et voici un suivi du cas qui n'a pas bougé quelques années après, qui bougera un jour du fait du manque d'étanchéité de cette prothèse, ce qui est très dommage. Après, bon, quand vous voyez, vous êtes capable de le faire. Si vous arrivez à voir, comme vous le faites sous microscope, vous allez essayer de le faire avec des ultrasons. Et j'utilise très volontiers le T25 de chez Satellec pour ce faire. Je vais vous le montrer assez rapidement. Donc, à moins que vous soyez dans cette configuration-là, que vous arrivez à voir exactement ce que vous faites, ne prenez pas un instrument ultrasonore à l'aveugle dans un canal parce que vous êtes obsédé, obnubilé et que vous êtes vexé d'avoir cassé un instrument. Si vous ne voyez pas, ne le faites pas, sinon vous risquez de perforer et d'enlever énormément de dentines, et à ce moment-là, il ne restera plus grand-chose à faire sauf l'extraction. Donc vous voyez que quand je tourne autour de l'instrument, je vais travailler sans eau, ce qui me permet de voir ce que je suis en train de faire. Ensuite, dès qu'il y a un peu de débris que je ne vois plus, j'utilise l'eau et je rince, je nettoie l'intérieur. Et puis à nouveau, je repars avec des ultrasons à sec jusqu'au moment où je vais réussir à dévisser cet instrument, ce qui est parfaitement possible. La majorité des instruments que j'arrive à sortir, je les sors de cette manière-là. Quand je sens que ça va être bon, n'oubliez pas de mettre une boulette de coton dans l'entrée des autres canaux. Vous n'avez pas envie que cet instrument saute avec les ultrasons et tombe dans un canal à côté que vous avez juste préparé. Je sais que ça fait sourire, mais croyez-moi, ça peut arriver. Donc voilà, l'instrument, la partie coronaire de l'instrument est libre, il est en train de tourner sur place et on a réussi à le sortir. À partir de là, nous pouvons attaquer donc la reprise de traitement et
passer dans la zone apicale et finir votre retraitement tel que vous le voyez là. Petit canal latéral, une option là, deuxième canal latéral, une option là. Là, vous voyez ici la butée qu'il y avait suite à la fracture de l'instrument. On va finir en 3 minutes à ce niveau-là. L'IMC+, pour la reprise de traitement, pour passer les butées. Donc là, on a éliminé tout ce qu'il y avait en coronaire, on a enlevé tous les obstacles et on arrive ici. On arrive ici. Et là, il n'y a pas de passage. Et donc, il y a une butée. Il faut comprendre que la butée, il faut la voir en tridimensionnel. Ça veut dire que cette butée est toujours, et gardée en tête, elle est toujours du côté opposé à la courbure. Donc, le canal que vous allez chercher, il est du côté de la courbure. Donc, quand vous voyez cette butée ici comme ça, vous savez que cette butée est là et que le canal est là. Mais le canal est là dans le sens mésio-distal, mais le canal est là dans le sens lingual et là dans le sens vestibulaire. Ça veut dire que n'oubliez pas qu'un canal, et c'est là qu'il faut un peu connaître l'anatomie, par exemple, un canal distal de molaire, parfois, sur le dernier millimètre, se courbe en distal. Donc, une fois que vous avez élargi et nettoyé coronairement, vous précourbez et la pointe de votre IMC+, ou la pointe de votre instrument, quel que soit l'instrument que vous utilisez, elle va chercher en distal. La racine palatine d'une cyste maxillaire se courbe souvent en vestibulaire, une courbure que vous ne voyez pas à la radio. Donc, ce que vous allez faire, une fois que vous avez désobturé, vous allez précourber votre instrument et essayer d'aller chercher vestibulairement votre canal. Donc, en fait, vous désobturez coronairement. Une fois que ceci est fait, vous précourbez la pointe du IMC+. Là, c'est un 10, mais globalement, j'utilise plus volontiers une 6 ou une 8. Et vous allez chercher là où vous avez le petit point rouge là. Parce que le canal va se courber en distal. Le canal va aussi, le canal lingual se courbe en vestibulaire. Le canal vestibulaire se courbe en lingual. Donc la butée va être mésiale et la butée sur le vestibulaire va être vestibulaire. La butée sur le lingual va être linguale et elle va être mésiale. Donc les canaux, en gros, sur une racine mésiale de molaire mandibulaire, il faut chercher les canaux du côté de l'isthme. Il faut chercher les canaux du côté de l'isthme. Ça ne sert à rien de prendre une grosse lime et de forcer comme ça. Vous allez créer votre propre canal et ce serait impossible de trouver le canal initial. N'oubliez pas que cette partie du canal n'a jamais été préparée. Elle n'a jamais été pénétrée par un instrument. Donc, elle est très, très fine. Ce n'est pas la peine d'aller prendre un instrument de 25 et de pousser comme un malade. Donc, juste pour vous montrer la butée qui est ici, et le canal, forcément, va être à ce niveau-là. Le canal va être du côté de l'isthme. Le canal va être du côté de l'isthme. Là, je suis en train de précourber. Vous voyez, je précourbe ici mon micro-opener et je cherche avec la pointe du micro-opener à aller chercher le canal du côté de l'isthme, ce que vous voyez ici. La butée est mésiale et regardez où est mon canal. Et regardez où est la butée. Elle est mésiale et elle est de ce côté-là. Et mon canal est ici, du côté de l'isthme. Donc, une fois que j'ai fait ça, que j'ai récupéré, on passe dans la zone apicale. Et là, à ce moment-là, c'est le protocole standard de passer dans la zone apicale. LIM 6, LIM 8, on trouve la perméabilité, on trouve la longueur de travail. Et à partir de là, on fait une mise en forme. Et on se retrouve comme dans le cas d'un traitement initial, puisque la partie apicale de ce canal est en réalité un traitement initial. Donc, encore une fois, une chose importante, ne cherchez pas à pénétrer d'emblée jusqu'à la longueur. Vous rentrez, vous éliminez sur les parois. Vous rentrez, vous éliminez sur les parois. Parce que si vous essayez de rentrer un instrument qui est précourbé et qu'il n'y a pas d'espace dans le canal, votre instrument ne peut pas rester précourbé. Donc, si vous voulez que votre instrument reste précourbé, il faut créer de l'espace. Donc, vous nettoyez tout ce qui est coronaire à la butée, et ensuite vous précourbez un instrument qui va rester précourbé, et ensuite vous allez chercher avec la pointe de votre instrument là où vous pensez que votre canal se trouve. Je finis sur ce cas de reprise de traitement avec une courbure ici, une double courbure sur la racine distale, et tout ceci est fait avec le protocole que je viens de vous décrire. Coronairement, on désobture, on arrive au niveau où ça bloque, on ne force pas, on nettoie coronairement, on prend une lime, c'est plus de préférence parce qu'elle va être fine et en même temps je peux pousser dessus, alors que si vous prenez une lime K classique, dès que vous poussez dessus, elle va se tordre. Une fois que vous avez fait ça, vous passez la butée, vous trouvez votre perméabilité et
vous allez chercher, et là, vous vous retrouvez dans le cas d'un traitement initial, et vous faites votre mise en forme, soit en rotatif, soit en réciprocité, soit en manuel, quelle que soit la technique qui est indiquée. Donc voilà, j'ai un tout petit peu débordé, je suis désolé, il restera quelques minutes pour les questions. Je voudrais vous remercier de votre attention, vous remercier d'être ici. Vous avez au début, je pense, noté mon adresse email endoperto@ol.com. Si vous voulez en connaître un peu plus, si vous intéresse, donc prenez contact, regardez avec Endo Academy, que vous trouverez sur Internet de toutes les manières. Dans le cycle de formation qu'on appelle l'Advanced Class de l'Endo Academy, il y a tout un cycle de formation, traitement initial, reprise de traitement, etc. Il y a un cycle de reprise de traitement qui dure 3 jours avec l'utilisation, donc avec des travaux pratiques. Et nous sommes 3 responsables de ce cycle d'Endo Academy, d'Advanced Class, avec mes 2 compères, Jean-Yves Cochet et Stéphane Simon. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes, je suis sûr que nous laisserons quelques minutes pour les questions si vous en avez. Ça m'a fait très plaisir de partager cette soirée avec vous, qui était courte. Désolé, hein, c'est très très difficile de tout envisager sur la reprise de traitement en 1h13. Merci Jean. Bien fait, docteur Berthaud. Grand merci pour cela. Michel. Désolé Michel. Pas de souci. On attend encore pour voir s'il y a des questions qui rentrent. Quel est le pourcentage d'hypochlorite de sodium que vous utilisez? J'utilise le 5%. Le 5%. Je fabriqué en pharmacie. 5%, oui. D'accord. Et à la fin de ma mise en forme, une fois que j'ai tout nettoyé, j'utilise un coup de DTA liquide dans le canal pour éliminer la smear layer, surtout dans les cas de reprise de traitement et dans les cas où il y a des lésions, un coup de smear layer et un coup de DTA liquide pour éliminer la smear layer, et puis je refais de l'hypochlorite que je vais activer avec l'endoactivateur. D'accord. Avant de sécher et d'obturer. L'activation de l'irrigant, endoactivateur ou ultrason? J'utilise l'endoactivateur. D'accord. Après, quand vous regardez cliniquement, il y a très peu d'évidence que l'un soit supérieur à l'autre, etc. La majorité des études sont des études qui sont faites in vitro sur des dents et en fonction du protocole. Je peux vous montrer des articles qui ont montré que l'endoactivateur était plus efficace que les ultrasons, d'autres que l'ultrason était plus efficace que l'endoactivateur, d'autres nous jurent que par le laser. On trouve tout dans la littérature et son contraire. Personnellement, je continue à utiliser l'endoactivateur pour l'instant. Le jour où on me montre quelque chose qui est plus efficace, ce sera avec plaisir. D'accord. Nous avons une question qui est rentrée. Pensez-vous que le laser ERIAC est intéressant dans le cas de retraitement pour déposer le matériel d'obturation? Tant qu'il n'y a pas de courbure, ça peut être intéressant, oui. Ça peut être aussi intéressant quand vous êtes en train de faire bouillir votre solution d'irrigation. Donc, si vous voulez, dans le cycle de reprise de traitement, il y a aussi les lasers, il y a un TP sur le laser. Mais le laser, si vous voulez, je suis très partagé sur le laser. Il y a plein de gens qui y croient énormément. Ils rentrent en laser comme ils rentrent en religion. Alors, pour être le plus objectif possible, si j'étais réellement convaincu et que s'il y avait l'évidence, tous les praticiens, quand vous pensez, vous disent qui utilisent le laser, ils disent oui, mais je suis arrivé à faire ça. Vous dites, est-ce que tu ne serais pas arrivé sans laser? Il est probable que oui. Ensuite, oui, mais je vois que quand je tape avec mon laser dans la solution d'hypochlorite, il y a encore des trucs qui sortent du canal. D'accord. Est-ce que l'investissement en prix, est-ce que le volume qu'occupe le laser, parce que pour l'instant, des petits lasers de table comme ça, il n'y a pas. Est-ce que tout cela, qui n'est pas prouvé malheureusement par une étude clinique, et pas une seule étude clinique, pas une seule, qui vous montre en disant, voilà, j'ai fait ce protocole avec laser, ce protocole sans laser, et avec le laser, ça a mieux marché, il n'y en a pas une seule. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous pensez que ça peut vous rendre service, il y a plein de choses qu'on fait sur lesquelles il n'y a pas de publication clinique sur patients comparatifs et qui sont absolument certaines, mais on les fait.
parce qu'on pense que ça permet de faire des trucs bien, que ça nous permet d'améliorer notre résultat technique. Donc, il n'y a pas de preuve. Personnellement, je ne l'utilise pas. J'ai des copains qui l'utilisent, qui sont extrêmement ravis de le faire et qui maintenant vous disent oh, sans ça, je ne pourrais pas le faire. Après, quand on leur demande est-ce que tu penses que maintenant, avec ton laser, tu as plus de succès clinique que ce que tu avais il y a 5 ans avant ton laser, ils sont incapables de répondre. Mais la même chose, je répondrai pour le laser comme je réponds pour l'endoactivateur. Il y a quelques années, il n'existait pas et on n'utilisait pas. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que je suis capable de sortir des statistiques qui disent qu'aujourd'hui, avec l'endoactivateur, j'ai plus de succès sur mes patients qu'avant? Je suis incapable de le faire. Personne n'a les statistiques. En revanche, voilà, je sens que c'est plus propre. Donc, il y a la sensation clinique qu'on peut avoir, les choses qui peuvent vous permettre d'aller plus vite. Donc, si vous êtes avec du laser et que vous pensez que ça vous aide et que vous l'utilisez, il n'y a aucun problème à le faire. Il n'y a pas de preuve pour l'instant et c'est pour cette raison que je ne l'utilise pas. Je ne trouve pas que l'investissement et le volume de ce laser dans le cabinet le justifie. Et vous en avez un, vous l'utilisez, c'est très très bien, il n'y a rien à dire. D'accord. Merci. Il n'y a pas d'autres questions qui sont rentrées, donc on attend peut-être encore quelques instants. On est presque dans les temps. Hein. On a jusque 4 minutes de retard. Il y a encore une question qui est arrivée. Oui. Attends, c'est dans le chat. Intéressant, mais s'adresse au... tu vois le chat, Willy? Ah, non, je n'avais pas claqué dessus. Pensez-vous, ça on l'a vu, le retraitement, pas de questions ouvertes là, pour l'instant. Non, j'en ai pas. La dernière question que j'ai vue, c'était la question sur le... Ah, d'accord. Donc, intéressant, mais s'adresse aux patients à l'aise économiquement. La Belgique est un pays pauvre, limite communiste, un peu comme la France d'ailleurs. Et les patients ont plus peur du prix ou des honoraires que de toute autre considération. Donc, quasi impossible. Désolé, il faut développer cela durant des années. J'ai pas bien compris. C'est un problème sur le coût du traitement endodontique, c'est ça? Oui, à mon avis, oui. Oui, que la France soit un pays communiste, que la Belgique soit un pays communiste dans l'âme, où les gens sont très envieux et que ça les embête quand les autres réussissent et que les hommes politiques leur expliquent que les autres ont de l'argent, on n'a qu'à aller leur piquer et que comme ça, ils n'ont pas besoin de travailler. C'est un fait. Bon, après, ça va faire bondir tout le monde. Mais à côté de ça, si vous voulez, juste que je pratique à Paris en endo exclusif. Je ne soigne pas que des gens qui ont beaucoup d'argent. Et évidemment, il y a des gens qui n'ont aucun problème financier. Et je soigne des femmes de ménage, et je soigne des concierges, et je soigne des enseignants, et je soigne. Donc, vous trouverez toutes les catégories socio-professionnelles que je soigne. Je pense que c'est une question de motivation. Il y a certains qui, de toute façon, quoi que vous fassiez, même s'ils ont de l'argent, vous trouveront que c'est toujours trop cher. D'autres qui pensent que leurs dents sont importantes, qui sont capables d'investir dans leurs dents. Je ne dirais pas que c'est un faux problème, c'est un problème et ça demande un effort considérable pour certains. À part que, d'ailleurs, mes honoraires ne sont pas remboursés par la majorité des mutuelles. Et ce que je fais, c'est que je fais des facilités de paiement. Je dis aux gens que s'ils veulent me payer en plusieurs chèques, que j'encaisse à intervalles, je n'ai aucun problème avec ça pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès aux soins. Il y a des gens qui disent non, et la majorité des gens, bizarrement, disent oui. Et souvent, je suis assez étonné que des gens avec des moyens assez limités disent oui, qui vont me faire 10 chèques, 15 chèques, etc., de 50, 75 ou 100 euros que je vais encaisser pendant toute l'année. Je dis jamais non. Donc, je pense beaucoup que c'est un problème d'explication, c'est un problème de motivation, et que j'ai des gens qui ont beaucoup d'argent et qui vont gueuler en disant c'est trop cher, etc. C'est trop cher, tant pis, c'est ta dent, mon pote, hein, tu fais ce que tu veux avec. Et de toute façon, la deuxième question, c'est, très bien, vous n'investissez pas pour sauver votre dent, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez à l'extérieur et poser un implant. Est-ce que c'est moins cher? Mmh. Ouais. Ça ne l'est pas.
Donc, pourquoi est-ce que ça semble totalement irrationnel de payer un traitement endodontique sur une incisive, disons 500 €? Et si cette dent est perdue parce que le traitement n'est pas bien fait, parce que vous n'avez pas pris ce qu'il fallait, parce que vous n'avez pas pris le temps qu'il faut, parce que vous n'avez pas pris les moyens qu'il faut, alors là, faire un implant à 1 000 €, ça va? Pour remplacer cette incisive sur laquelle vous n'avez pas voulu prendre 400 ou 500 € parce que ça vous semble démesuré. Donc la question, elle est là aussi. Ouais. Après, l'autre jour, je discutais avec un ami, praticien, généraliste, qui est venu me voir travailler au cabinet et qui me dit que le problème, c'est qu'effectivement, je me fais engueuler par d'autres confrères qui me disent que je ne suis pas assez cher parce que je ne me sens pas la légitimité de le faire. C'est un autre problème. Que grosso modo, je sais que lorsque je suis en train de prendre les tarifs que je prends, c'est parce que je fais un maximum pour les patients. Parce que je sais que j'ai de l'expérience, parce que je sais que ce n'est pas une question de dire je suis meilleur que les autres. Il y a certainement des gens plus chers que moi, meilleurs que moi, des gens moins bien que moi, moins chers que moi, plus chers. Ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas la comparaison. Mais globalement, je sais que je délivre un résultat qui est bon. Et donc à partir de là, je n'ai pas de problème à dire au patient ça coûte tant. Et après, c'est lui qui prend sa propre décision. Au final, c'est sa dent, c'est sa santé. Et si jamais cette dent ne fonctionne pas et qu'il y a un problème, il la fera extraire, il la remplacera par un bridge, il la remplacera par un implant. Et c'est pour ça que je disais au début, je n'ai pas eu le temps de développer parce qu'on n'a pas trop le temps, que l'accord du patient, l'explication au patient est extrêmement important. C'est-à-dire que je ne cherche pas à les désespérer, je ne cherche pas. Je veux qu'ils soient parfaitement conscients que je peux faire le traitement, que je ferai au maximum. Et quand ils viennent en me disant « on m'a dit que vous allez me sauver la dent », je leur dis non, je ne vais pas vous sauver la dent. Je vais tenter de vous sauver la dent et je ferai tout ce qui est à mon possible techniquement pour vous la sauver. Après, c'est de la biologie, c'est de la mécanique. Il se peut qu'elle ne fonctionne pas. Donc après, c'est vous qui prenez votre décision. Est-ce que vous voulez tenter ou vous ne voulez pas tenter? Voilà. Ouais. Nous avons une nouvelle question. Combien de temps attendez-vous avant de faire la reconstruction définitive après retraitement? Et avec quel matériau coronaire temporisez-vous jusqu'à la restauration définitive? Ça fait des... Je réponds à la deuxième question. Je fais que de l'endo exclusive. Je ne fais pas du tout de restauration. En revanche, je communique et je travaille très, très proche. Je suis assez proche des gens avec qui je travaille. Je participe au plan de traitement et je ne suis pas juste un sous-traitant, si vous voulez. Les gens qui considèrent que vous êtes un sous-traitant, si je t'envoie le cas, tu le fais et puis tu fermes ta gueule, je ne travaille pas avec eux. C'est que si je pense que le cas n'a pas lieu d'être ou que le plan de traitement n'est pas bon, je dis non, cette dent, je ne la soigne pas. Faites-la soigner ailleurs si vous voulez, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée. Donc, je temporise toujours avec du verre ionomère. Je ne mets plus du tout. Ça fait des années que je n'ai plus mis le Ducavit ou tout ça. Donc, je mets systématiquement du verre ionomère. J'utilise du Fuji injectable. Ça, c'est la première chose. Ça donne de très, très bons résultats. C'est mécaniquement, c'est bon. Et d'ailleurs, et ensuite, ce n'est pas un truc, et j'explique bien aux patients que ce n'est pas quelque chose de définitif. La deuxième question, c'est tout dépend de l'étape suivante. Combien de temps j'attends? La réponse est tout dépend de ce que vous allez faire si jamais ça ne marche pas. Alors, je m'explique. C'est une incisive maxillaire. Il y a une lésion, vous faites le traitement. Si jamais le traitement ne marche pas, quelle est l'étape suivante? L'étape suivante sera une chirurgie endodontique. Comme l'étape suivante est une chirurgie endodontique, je fais la restauration tout de suite, définitive. Parce que si ça ne marche pas, je ne passerai qu'en chirurgie. Je ne vais pas démonter. Bien. Maintenant, si une sette mandibulaire, il y a une lésion. Cette sette mandibulaire, si jamais ça ne marche pas, ce sera probablement l'extraction et l'implant. Donc à ce moment-là, je vais probablement patienter un peu plus, généralement entre 3 et 6 mois. Et ce qui est très important, c'est qu'à ce moment-là, on fera quand même l'effort de faire le premier étage de la reconstruction. Ça veut dire que si je dois attendre 6 mois avant de passer à la prothèse définitive, je ne veux pas que le patient attende 6 mois avec un cavit ou avec un verre ionomère. Je demande au praticien, s'il y a un nid-décor à faire, il fait son nid-décor. S'il y a un tenon fibré à mettre en place, il met son tenon fibré. Donc, il fait le premier étage de la reconstruction pour que ce soit étanche. Sinon, on a un gros risque
que ce traitement ne fonctionne pas parce qu'on a patienté trop longtemps avec quelque chose qui est temporaire et que le traitement s'est réinfecté. Donc, si je sais, donc pour revenir à cela, le temps qui va être écoulé entre le traitement odontique et la restauration définitive dépend beaucoup de l'étape suivante en cas d'échec. Si l'étape suivante en cas d'échec est une chirurgie, rien ne contre-indique que vous fassiez votre restauration directement parce que de toute façon, vous allez faire la chirurgie par la suite si jamais ça ne marche pas. Si jamais c'est un problème où cette dent devra être extraite si jamais cela ne fonctionne pas, à ce moment-là, vous temporisez un peu plus longtemps, mais vous faites la première étage de la reconstruction sur laquelle vous mettez la dent provisoire. Vous ne mettez pas une dent provisoire avec un tenon intégré parce que ces dents provisoires avec tenon intégré ne sont jamais assez étanches. D'accord. Autre question. Cherchez-vous le célèbre PUF ciment hors latex dans l'obturation après retraitement? Trouvez-vous douleur post-opératoire dans ces cas? Quoi faire après pour gérer les douleurs ou la douleur? Il y a plusieurs questions dans la même question. Est-ce que je cherche le puff du ciment? Je ne cherche pas le puff de ciment, ni en reprise de traitement, ni en traitement. Le puff de ciment est quelque chose qui est inhérent dans la majorité des cas à la technique quand on fait de la condensation verticale, quand on fait du thermafil. Il y a des techniques d'obturation qui font que vous avez un puff qui peut survenir. Pour les gens qui me disent le puff, c'est une garantie que vous n'avez pas bouché l'apex, je n'ai pas besoin du puff pour le savoir, puisque pendant ma préparation, j'ai ma perméabilité apicale que je conserve. Donc, à partir du moment où vous conservez votre perméabilité apicale, vous savez que vous avez une perméabilité. Vous n'avez pas besoin du puff pour vous le montrer. Donc, si je pouvais faire une condensation verticale à chaud en gardant ma gutta exactement là où je veux et le ciment exactement là où je veux, sans qu'il ne passe au niveau apical, je le ferai, mais je ne le peux pas. Ça fait partie de la technique. Donc, ce puff de ciment est inhérent à la technique. Je ne le cherche pas, c'est une conséquence de la technique. Il peut être d'ailleurs apical, comme il peut être dans un canal latéral. En latéral, c'est aussi un puff qui va se passer. Donc, bizarrement, beaucoup de gens sont gênés quand ils voient un puff apical. Ça ne les gêne pas qu'il y ait un puff latéral. Au contraire, ils sont fiers d'avoir un canal latéral. Alors que physiologiquement, c'est exactement la même chose. Deuxièmement, est-ce qu'il y a plus de douleur? Non, il n'y a pas plus de douleur, je ne le pense pas. D'ailleurs, quand on regarde toutes les études sur la douleur, sur les prédictifs de la douleur, en cas de reprise de traitement, ce qui est prédictif de la douleur en cas de reprise de traitement, dans la majorité des cas, d'abord, la première chose, c'est ce qui cause l'inflammation post-opératoire, la cause primaire de l'inflammation post-opératoire, qu'on a toujours. On a toujours une inflammation post-opératoire, quel que soit le traitement, initial ou reprise de traitement. Il y a toujours une inflammation post-opératoire qui peut aller de rien du tout en sensibilité clinique à sensibilité au niveau de la pression sur la dent à ce qu'on appelle le flare-up, où vraiment vous avez le passage en phase aiguë. Le patient a extrêmement mal. Le groupe, l'indicateur et le groupe où les patients ont le plus de flambées sont les groupes où, en général, il y a une lésion qui a flambé avant, indépendamment du fait que ce soit un traitement initial ou une reprise de traitement. C'est la présence d'une lésion et d'une dent infectée. Et ce sont dans ces cas-là, ça ne veut pas dire que ça va arriver à tous les cas, à tous les coups, quand on a une dent infectée, lésion. En revanche, c'est dans ce groupe-là que l'on retrouve le plus de flare-up post-opératoire, qui peut aller d'une douleur intense à vraiment des douleurs de type infectieux où vous avez l'œdème, des ganglions, une chaleur, etc. Donc, ce n'est pas parce que c'est une reprise ou parce qu'il y a un puff. Ça peut être un traitement initial et il peut ne pas y avoir de puff parce que précisément, la majorité des études ont montré que l'inflammation est beaucoup plus générée par la phase de mise en forme que par l'obturation. C'est pendant la phase de mise en forme, quand vous êtes en train de travailler avec les instruments dans le canal, par ces mouvements de va-et-vient, et que vous poussez des bactéries et des débris dans le périapex avec les limes. C'est ça essentiellement qui cause l'inflammation post-opératoire, qui parfois peut dégénérer, notamment, encore une fois, dans les cas de patients qui ont déjà des lésions, et des lésions surtout qui ont déjà fait un épisode inflammatoire avant. C'est-à-dire le patient, il avait une lésion asymptomatique,
il n'a jamais su qu'il avait une lésion. Et il a su qu'il avait une lésion parce qu'un matin, il s'est réveillé avec une tête comme ça, une douleur monstrueuse. Là, vous mettez des antibiotiques, ça se calme, il vient vous voir, vous faites le traitement. C'est ce groupe de patients-là qui a le plus de probabilité de refaire une flambée infectieuse et inflammatoire. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver chez les autres, et ça ne veut pas dire que ça va arriver à tous les coups. Ça veut dire que dans ce groupe-là, où il y a le plus de possibilités. Alors, ce que je fais dans des cas comme ça, où il y a déjà la lésion, que je fais une reprise, ou bien un traitement initial avec lésion, qui est lourdement infecté avant traitement, je donne toujours aux patients une ordonnance sur laquelle je vais mettre un antalgique, sur laquelle je vais mettre un antibiotique, sur laquelle éventuellement je vais mettre de la cortisone, éventuellement, et où j'explique aux patients avec des numéros 1, 2, 3, douleur légère, modérée, vous allez prendre du paracétamol. Douleur plus importante, vous allez prendre aussi de l'ibuprofène en alternance, paracétamol et ibuprofène. Si ça cède, tant mieux. L'antibiotique, vous ne le prenez que si vous passez si vous passez dans phase infectieuse. Infection, ça veut dire ça a enflé, vous avez des ganglions, la zone est chaude, etc. Là, vous prenez aussi les antibiotiques. D'accord? Donc, je vais donner une ordonnance en expliquant au patient graduellement ce qu'il doit prendre en fonction de son état. D'accord. Puis, question. Je reviens encore sur ça. Il ne faut pas du tout croire que c'est le POF qui va générer des inflammations post-opératoires et des poussées aiguës. Ce n'est pas du tout ça. Okay. Vas-y, Michel, je t'en prie. Prenez-vous des précautions anti-Covid? Est-ce que je prends des précautions anti-Covid? Actuellement, non plus. Alors que la précaution anti-Covid que j'ai au cabinet, c'est j'ai le renouveleur là, de l'air qui soi-disant filtre l'air, etc. Même si c'est douteux, mais bon, au moins. Le problème de la précaution anti-Covid, c'est ouais, j'ai mon masque FFP2 tout le temps, ça c'est certain. D'ailleurs, je veux dire une chose, c'est que vraiment, s'il y a des gens qui sont les plus en sécurité du point de vue du Covid, c'est bien les endodontistes. C'est-à-dire que le patient arrive, le temps qu'il se mette au fauteuil, vous faites anesthésie, vous posez la digue. Terminé. S'il a le Covid, il se le garde dans la gorge. J'exagère un peu, mais c'est la vérité. Donc, ce que je fais, c'est que le patient arrive, tout le monde a son masque FFP2, il est au fauteuil, anesthésie. Là, il y a un risque parce qu'il est en train de respirer par la bouche, bouche ouverte. OK, très bien. Après, vous allez faire quoi? Vous avez votre FFP2, vous posez la digue. Après, une fois que j'ai posé la digue, on presse avec de l'hypochlorite. La digue est nettoyée. Les dents qui dépassent de la digue sont nettoyées avec une compresse d'hypochlorite. Et là, paf, vous faites votre travail. Tant qu'il est sous digue, le patient, je ne vois pas comment il peut vous transmettre son Covid. Et vous avez votre FFP2 tout le temps. Donc, voilà. Ouais. Puis, question sur les... En France et en Belgique, mais je vais finir sur ça. J'ai attrapé le Covid il y a à peu près 1 mois et demi. En France, actuellement, si vous avez le Covid, vous travaillez. En tant que dentiste, personnel soignant, avec Covid, sans symptomatologie, notamment sans fièvre, vous mettez votre FFP2 et vous êtes au taf. D'accord. Et je n'ai pas pris un seul jour d'arrêt. Mon assistante a attrapé le Covid, elle n'a pas pris un jour d'arrêt. Mais elle n'avait pas de fièvre, on avait juste des symptômes, un peu de tout, des courbatures, etc. Je vais regarder ici en souvenir, tiens. J'ai fait le test ici. Regardez en souvenir le petit truc, là, j'ai eu le Covid. Puis, question sur les Max Paden. Ne vous trouvez pas que les Max Paden ont diminué en qualité après 1 ou 2 utilisations? Là, on rentre dans autre chose. Là, on est en train de rentrer dans une technique d'obturation. On parle de reprise de traitement. Donc, je veux bien répondre. Je ne pense pas qu'ils aient diminué en qualité. Je pense d'ailleurs, je n'ai jamais pensé que c'était une super technique d'obturation. Et ça, c'est un autre problème. D'accord. Alors, oui, je connais certaines personnes qui utilisent le Max Paden, qui l'utilisent très bien. Et c'est très, très bien une fois qu'on a l'habitude. Je pense que c'est une technique qui peut être dangereuse dans des mains non expérimentées. Quand il y a des courbures, on risque d'avoir des problèmes. Si on n'a pas fait gaffe au sens de rotation, on risque d'avoir des problèmes. Et effectivement, il y a pas mal de fractures qui sont reportées. Est-ce que c'est parce qu'ils ont baissé en qualité? Je ne pourrais pas vous dire si c'est ça la question.
Et honnêtement, à partir du moment où vous êtes capable d'ajuster un mètre cône, je ne vois pas pourquoi vous allez faire du max paddle. Si c'est pour gagner 3 minutes, honnêtement, je ne pense pas que ça vaille la peine. Mais c'est un autre débat. Que faire si la digue est impossible? Vous ne faites pas de traitement. Pas de traitement. S'il n'y a même pas un demi-millimètre où votre crampon peut s'accrocher, je ne vois pas comment vous pouvez faire une restauration. Donc, à quoi sert de faire un traitement endodontique sur une dent sur laquelle vous ne pouvez pas faire de restauration? Donc, s'il faut faire une élongation coronaire, bah, faites-la avant. S'il faut faire une gingivectomie, faites-la avant. Et ensuite, posez votre digue. Après, il faut se poser la question sur les crampons que vous utilisez. Il y a des crampons dont les morts sont dirigés vers le bas, qui sont des crampons à racines. Ce sont d'ailleurs ceux que j'utilise quasi systématiquement. Et ça n'est jamais, réellement, jamais arrivé de ne pas pouvoir poser la digue. Et avec une élongation plus La tard? semaine dernière, je n'ai pas posé la digue sur un patient de 8 ans qui s'était fracturé une incisive et maxillaire, qui avait un énorme abcès et qu'il fallait traiter. Et oui, non, je n'ai pas posé la digue parce que le bout de dent qui dépassait de la gencive faisait 2 mm et qu'il était impossible de mettre quoi que ce soit. Et que ça allait en plus paniquer. Donc, ouais. Ça, je pense que c'est la première fois en plus de 15 ans. Donc ici, on marque encore avec une élongation plus tard, élongation que je ne fais que si l'endo est bonne. Je n'ai pas compris. Donc avec une élongation plus tard, élongation que je ne fais que si l'endo est bonne. Ouais, c'est une manière de voir les choses. Mm-hmm. Vous pouvez. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez fait une endo sans pouvoir mettre votre digue. Donc à ce moment-là, ce n'est pas sûr qu'elle soit très bonne, l'endo. Sauf si effectivement vous arrivez à faire une super endo sur une molaire, sans digue. Et puis, voilà. Moi, je ne sais pas faire. Honnêtement, je ne sais pas faire. D'accord. Pour le moment, il n'y a plus rien comme question. Donc, on va pouvoir clôturer la soirée. Donc, nous vous remercions chaleureusement pour votre participation à ce webinaire donné par le docteur Pertot. Je remercie aussi le docteur Willem Pertot pour sa présentation ce soir. Nous attachons beaucoup d'importance à votre opinion. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir remplir le document d'évaluation avant de quitter ce webinaire. Vous trouverez le lien vers ce document dans le chat. Voilà. Nous vous souhaitons encore une agréable. Désolé, c'est un webinaire, donc je peux vous remercier un à et puis je peux pas voir votre tête. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup de votre participation et écoutez, j'espère vous rencontrer bientôt. Michel, porte-toi bien et merci pour l'organisation. Merci à Jackie aussi. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bye bye. Au revoir.